Bonjour, aujourd'hui, dernière vidéo de cette série de vidéos pour l'installation d'un système, d'un environnement de développement basé sur Kubuntu et donc qui comprend un serveur local, virtuel, avec XAMPP, pour avoir des virtual hosts aussi, etc. Et puis quelques outils comme Sublime Text, mais surtout Visual Code, Visual Studio Code et Git Kraken et tout le système Git. Alors aujourd'hui, on va simplement se souvenir que pour développer, on a juste à lancer notre Visual Studio Code, d'attendre qu'il se mette en place lui-même, que les extensions, que les fichiers arrivent, les voilà, que les extensions arrivent, caractérisées par Go Live ici, Glow par là sur la gauche, là dans le bas, et après en finale un Git. Toujours est-il que nous, le seul qu'on attend véritablement sur le moment là, c'est Go Live. On clique sur Go Live, automatiquement ça nous ouvre notre serveur. Donc là, je suis dans la page d'accueil pour simplement vérifier que tout fonctionne bien ici. Je vérifie que bien évidemment je suis sur site test ici et je tape par exemple 1, 2, 3 ici, on touche à rien d'autre, automatiquement notre 1, 2, 3 apparaît dans notre site. Là c'est carrément du PHP, quand ça marche, normalement tout marche, on le sait, on a installé aussi pour que toutes nos commandes fonctionnent en CLI, en console. Donc si je fais MySQL, j'ai MariaDB qui me répond, mais je ne faisais que passer. Tout marche impeccablement bien. Donc aujourd'hui, on va passer une étape. On va installer un site, une petite application qui s'appelle Puga. Alors Puga, ça vient de POO, Programmation Orientée Objet, et Graphic Art, un site sur lequel on trouve de très très nombreux tutoriels. Alors, on va partir là pour installer cette appli. Donc on la trouve sur GitHub. GitHub, Puga, dans le moteur de recherche. Et automatiquement, le premier lien est souvent le bon. On voit bien qu'il est de chez nous, c'est 57 ici, FR, le propriétaire du projet. D'habitude, quand je vous invite à récupérer un dépôt, vous faisiez directement clone ou download. Ce que fait 99% des gens la plupart du temps. Mais ici, ça va être un outil dont vous allez vous servir, pour lequel vous allez pouvoir également contribuer. Puis on va faire tout ça ensemble dans cette actuelle vidéo pour que vous compreniez bien les choses. Alors, je vois que mon membre C57, il n'est pas signé dans GitHub. On va le faire. On lui avait fait un compte, membre C57. Je pense que le navigateur se souvient du mot de passe. Oui, c'est impeccable. Et donc, on est dans Puga. Et on a ici sur la droite un bouton fork. Donc au lieu de cloner directement puis d'aller git clone en console et puis cette URL, on fork tout d'abord. Là il y a ceci qui représente bien comme quoi il nous fait une copie de C57FR Puga qui devient donc ici membre C57 Puga. C'est une copie conforme du vrai dépôt officiel, mais cette fois, dont le propriétaire est membre C57. Là, par contre, on va récupérer cette URL ici. On va prendre, parce que c'est plus facile, Dolphin, notre gestionnaire de fichiers sous Kubuntu, parce que l'intérêt qu'il a, c'est de nous ouvrir d'une part une console immédiatement, mais surtout quand on navigue ici dans les dossiers, on le sait, htdoc, je me retrouve directement ici dans le dossier htdoc. De là, je fais mon git clone, Shift CTRL V, l'URL que j'ai copié d'un simple clic dans GitHub, et ça me clone le dépôt. Alors, pour faire tourner un site comme Puga, il faut une base de données, on s'en doute. Alors là, localhost, il s'en souvient. Index O, on a choisi de ne pas avoir la page d'accueil du truc, mais de le renommer pour avoir la liste des dossiers et des fichiers. PHP MyAdmin. Alors, pour créer une base de données, on clique sur base de données ici. On a la liste des bases de données déjà en place. On ajoute le nom de la base de données qu'on veut créer. On lui donne un encodage. UTF-8 General CI va très bien parce qu'il évite les problèmes d'accent, de CCD, etc. Au lieu d'avoir des... Voilà. Donc, on a cette base de données. Bien évidemment, on voit bien qu'elle est vide. On voit bien qu'on ne voit rien. Donc, ce qu'on va faire, on va importer les données. Importer. Et cette fois, on va choisir le fichier qui se trouve dans le dépôt qu'on vient de cloner. C'est-à-dire, on va dans htdoc. Puga est ici maintenant. Clic, clic. Comme ça concerne la base de données dans l'application Puga est principalement nécessaire pour
un petit blog, objet du tutoriel de GraphiCart qui a motivé Pouga à la base d'ailleurs. Comme c'est un peu confidentiel, c'est plus de l'ordre des configs, donc on va dans config et on trouve Pouga SQL GZ, donc il est compressé, on dit OK. On dit exécuter et là, boum, ça mouline, mais quelques secondes seulement et ça y est, tout est vert, on voit beaucoup de vert, donc ça présente bien. On clique sur la gauche là sur Pouga, on voit donc nos tables, on voit bien des blogs, des posts, des sujets, des catégories, voilà une table pivot hein, qui fait la liaison entre les posts et les catégories. Bon bref, et user, c'est la seule qu'on va visiter, si je puis dire, en la parcourant. Il y a une seule ligne, on voit username démo. Il y aura une zone admin, bah, c'est avec démo qu'on va se loguer. Puis le mot de passe, il est codé, donc on ne le lit pas ici, mais on se doute que c'est démo. Au besoin, de toute façon, dans la page d'accueil d'un projet GitHub, en général, si on défile en dessous des dossiers, on voit ici la marche à suivre pour l'installation. Effectivement, ici, vous voyez, fork, cloner votre copie hein, et pas celle d'origine. Après, on va installer les dépendances, composer update. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, toujours est-il que ça y est, on a la base de données, on a les scripts, hein, puisqu'on a le dossier Pouga ici, puis on voit bien que quand on rentre dedans, eh bien, on a tous les dossiers ici. Alors maintenant, ben, on va commencer à utiliser notre Visual Studio Code. On le met en route. Voilà, je décale, hein, ce fameux petit décalage récurrent. Alors, comment ouvrir le navigateur? Ben, on va faire le Go Live quand même. Voilà, comme ça il vient se positionner, je le mets sur la droite, je le règle pour qu'il occupe l'espace restant ici. Voilà, et donc ici on va faire, alors la toute première chose qu'on va faire c'est un sudo. Alors déjà on est dans le dossier site test, on va quitter le dossier site test, on remonte d'un point pour arriver à la hauteur de htdoc, je saute le curseur de la souris pour que vous voyez bien, on fait slash et POO tabulation, comme ça autocomplète, ça évite les fautes d'orthographe, etc. Effectivement, de site test, je suis passé dans Pouga. Ici, on est encore dans site test. Donc là aussi, je vais faire aide, bienvenue. Et là, ben, il n'est pas récent, on ne l'a pas ouvert récemment, puisqu'on l'a encore jamais ouvert. On va faire ouvrir un dossier. On va chercher Pouga, on est déjà dans le dossier htdoc, sinon besoin on avait le raccourci ici. On dit OK, il quitte et il revient. Là, donc, on voit bien nos nouveaux fichiers de Pouga. On ferme la page de bienvenue. Et puis, par contre, on n'a plus le terminal. Alors, nouveau terminal. Puis, du coup, voilà. Nous voilà dans le terminal. Et la première chose qu'on va faire, parce qu'on est sous Linux, c'est effectivement dans le README, dans le document qui donne la procédure dans GitHub, eh bien, on voit bien qu'il n'y a aucun détail, aucune précision à ce niveau-là, mais la petite subtilité, hein, on le sait, la grande différence, c'est la sensibilité à la casse des caractères. Linux fait la différence entre un A minuscule et un A majuscule. Et deuxième grosse différence, c'est le droit des fichiers et dossiers qui est plus strict chez Linux. Donc nous, pour simplifier, ici, on va faire un chmod -R, ça veut dire on descendra dans les profondeurs. 777, on donne tous les droits d'accès, lecture, écriture, exécution, pour l'ensemble des fichiers qui sont dans Pouga. On est dans Pouga. Donc on veut y compris le dossier Pouga. Donc on remonte d'un cran, on redescend dans PO, tabulation. Voilà notre ligne de commande pour donner tous les droits d'écriture et de lecture à tous les fichiers et dossiers dans Pouga. Ceci parce qu'on est dans une application locale et que peu importe la sécurité qu'on lui apporte pour le moment. Parce que dans la réalité, il faudrait se limiter à donner le droit notamment d'écriture, le plus important, uniquement aux dossiers qui sont publics ou absolument nécessaires, etc. Là, on ne se fait pas flic, on met le petit code qui va bien et c'est parti. Tous nos fichiers et dossiers donc fonctionnent, sont libres de droit et d'écriture. Ici, on va taper Pouga, tabulation. On va en profiter pour régler tout de suite notre live server ici. Pouga, voilà, apply
Et voilà. Et là, on nous dit ce site est inaccessible. Bizarre, il me semblait que dans les vidéos précédentes, parce qu'on était dans les fichiers de configuration de ce genre de choses, des VirtualHost, on avait réglé Puga. Mais là, on voit qu'on a un problème comme si, si on était en réel, ce serait un problème de propagation. Ça veut dire véritablement de DNS, de nom de serveur de nom. Et bien là, ça veut dire qu'il faut aller vérifier déjà notre virtual host. Alors, on commence par le fichier host, on cherche Puga, il est là, super, ben, tout va bien, 127.0.0.1, presque tout va bien, regardez bien. Sans le faire exprès, j'ai dû zapper de mettre un point ici. On corrige cette faute, on fait CTRL-S, le code qui va bien, hein, d'où vraiment la nécessité de le choisir très très facile. On remet notre Go Live ici en route d'ailleurs. Je vois qu'il est parti et j'actualise une première fois. Et là, on voit que notre serveur répond super. Bien évidemment, ce qui s'affiche ne nous plaît pas vraiment, mais on voit bien qu'on a une réponse du serveur. Donc, notre Puga fonctionne. Au besoin, si je veux vérifier ça tout de suite, je vais dans index.php. Ici, il va chercher un fichier qui s'appelle autoload.php. On voit bien qu'il y a un problème par rapport à ce fichier-là. Le navigateur nous le dit. Donc là, tout simplement, je peux faire un die. Et puis, ok, juste ça, point virgule, je ne touche à rien et automatiquement, on voit bien qu'on est véritablement dans notre dossier Puga, que ce qu'on tape ici, on l'a ici, on a notre OK qui apparaît ici. CTRL-X pour supprimer la ligne, ça enlève aussi la modification que Ungit avait décelée, en principe, voilà. Donc, on est vraiment comme dans le dépôt d'origine. Alors, donc, on a ce problème de autoload.php que ne trouve pas notre script. La solution, c'est ce que disait d'ailleurs le README qu'on a aperçu, c'est Composer Update. Après, sous Linux, avoir fait ce fameux chmod. Comme Composer, on s'en doutait, on ne l'a jamais utilisé, eh bien, ça veut dire qu'il nous le faut. Je le sélectionne avec la souris, roue de la souris, entrée. Il charge notre ami Composer, il nous demande confirmation, bien évidemment, 16 mégas, ça devrait aller assez vite, 30, 80%, boum, ensuite il télécharge, ensuite il installe, voilà. Voilà l'installation. Donc, c'est vraiment très, très rapide. On n'a toujours rien de neuf à droite, bien que on a notre live server qui est réglé, hein, ouais, Puga ici, et que Go Live est en route ici. Donc, si ça changeait, ben, ça changerait directement ici. Bon, pour l'instant, toujours est-il qu'on a notre Composer. Alors, comme on va utiliser pas mal la commande, je l'agrandis un petit peu pour mieux voir ce qu'elle raconte, puis qu'on n'a pas trop besoin des scripts pour l'instant. Voilà. On voit qu'il charge des modules de PHP dont il a besoin. Très bien, on laisse faire de toute façon. J'ai dû faire la roue de la souris sans le faire exprès. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, ben en fait, il avait fini du coup. Voilà, et donc je relance mon Composer Update. Ah, ça semble bien démarrer, mais, on a fait... Voilà, on aurait pu refaire le petit 777, là, le chmod 777, comme il est venu installer des nouvelles choses. Mais bon, il n'y a pas le feu au lac. Toujours est-il que là, on voit bien qu'on a un problème d'un autre ordre, c'est-à-dire qu'avec PHP, il faut ce qu'on appelle des extensions. Et ben là, de toute évidence, il ne trouve pas certaines extensions, et en particulier une qui s'appelle PHP Extension DOM, qui n'est pas présent dans notre système, hein, on le voit ici. Alors, CTRL-L pour effacer un peu la console, hein, pour la rendre un peu plus clean. Puis ici, je vais faire apt install. Alors tiens, je vais essayer un truc, parce que maintenant, de plus en plus, on peut mettre un simple i. php-dom. Non, il ne comprend pas. Ah, ça aurait été bien. Hein. Bon, on le tape. Ah. Et évidemment, comme on touche des fichiers sensibles, flèche en l'air pour reprendre la dernière commande tapée, retour au début de la ligne Home, la touche Home entre insert et page précédente dans le clavier pour revenir au début de la ligne, on rajoute le mot sudo un espace et on fait entrer. Pas besoin d'aller à la fin, le code qui va bien comme d'hab. Et là, ça nous installe cette fameuse extension PHP 7.2 XML qu'on voit ici. Puis après, d'autres trucs encore, XML, beaucoup de XML. Voilà. Et on relance notre Composer, flèche en l'air, update. On va voir si ça se passe mieux. Là, il voit que ça bouge, on vient de le voir s'actualiser. Regardez, il s'actualise. Et effectivement, cette fois, on voit bien que tout un ensemble de scripts semble s'installer. Ce sont les librairies. Alors,
pour info, hein, elles viennent toutes ces librairies. J'aurais dû l'ouvrir avant parce que maintenant c'est pas facile. Hein, le PC doit bien saturer. Tiens, je vois qu'il y a une mise à jour aussi, on la fera. Voilà, bah, ouais, on peut même la faire maintenant. Comme c'est pas les mêmes scripts. Ah si, c'est de l'APT. Non, c'est du composer, donc on peut. Touc. Si ça avait été APT qui nous fasse le chargement des librairies, on n'aurait pas pu. Vous voyez à droite, ça s'est bien passé. Le site apparaît. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, on va finir, comme lui, il n'a certainement pas fini ici. Si, il a fini. Bon, bah super, tout va bien. On en profite tout de suite, HIS. Voilà, il rame, hein, par contre, du coup, de faire tout ça en même temps. Voilà, tabulation, d'aller voir l'historique pour localiser voilà, celle-là, la ligne, on va noter 84. Mnémonique, 83, ça doit être Toulon, 84 le Var. Non, 84 c'est le Var, c'est Toulon. Bon, alors 84, on pense à Toulon, on claque le code qui va bien. On fait un petit chmod 777 sur l'ensemble des dossiers. Comme ça, on n'aura pas de soucis pour cette phase. Bon, je lance les mises à jour. Il y a Discover lui-même qui va se mettre à jour. 2-3 trucs. OK. Là encore, vous voyez, ce code, vraiment, il faut le prendre facile. On n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est bien simple, on n'arrête pas. Bien, donc voilà, on voit que notre Pouga a l'air de nous renvoyer un site qui ressemble à quelque chose. Alors, il y a ce fameux blog qui, effectivement, est issu d'un tutoriel de GraphiCart. Donc, vous pouvez retrouver le lien en cliquant sur, vous voyez le logo de GraphiCart ici. Jonathan n'a rien dit. Je vais piquer sur le logo, mais en fait, voilà, ça pointe sur son site. Et il y a vraiment des tutoriels super. Alors, des fois, il y a des trucs qui ne sont plus vraiment à jour, mais c'est pas grave. Il y a une zone de dialogue systématiquement dans presque toutes les pages. Donc, voilà, en lisant aussi ses commentaires, ses remarques, eh bien, on les voit. L'admin, le fameux, vous vous souvenez, dans la base de données, on voyait démo. On va aller voir si ça marche. Démo, /démo, se loguer. Et ça marche. On voit qu'ici, bon, enregistre, c'est pour nous. On voit qu'ici, ben, on voit un petit tableau qui nous résume les postes qu'on a actuellement, qu'on peut les éditer et les supprimer. Effectivement, si je vais dans poste, j'ai deux postes, titre 1, titre 2, je vais dans admin, titre 2, je le poubelle, boum, on voit qu'il n'y a pas de confirmation. Attention, mais ça, voilà. Et là, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Bon. On a un petit blog, et puis, alors ça c'est la partie tuto de GraphiCart, et sur la droite, on a le logo de GroupCode, ici sur la droite, avec deux boutons. On va cliquer dans un premier temps sur le logo lui-même, et là, ça donne accès à ce qu'on appelle Admin Auto Menu. Alors, je vais rentrer dans les détails de présentation de ceci, mais avant toute chose, il nous manque quelque chose de poids. Je prends un exemple. J'ai par exemple ici une page test, qu'on va trouver sous la gauche assez facilement dans Test, Accueil, pas là, index, voilà. Ici, on a, vous voyez, test prêt, mais à ne pas exécuter, tatati. Ok, cette partie-là. Bon, apparemment, on est bien dans la bonne page. Si je tape 7, 8, 9, on a notre Go Live qui fonctionne, notre Live Server fonctionne, et c'est super. Il se met bien à jour. Par contre, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça, vous ne pouviez pas le deviner. Si on regarde le code source, on retrouve la structure d'une page web qui, on l'espère, si on la passe au moulinet W3C, nous affichera que c'est tout bon. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais ce serait une bonne expérience à faire. On ne va pas le faire maintenant, ceux qui veulent le faire, pour voir peut-être des petites choses à modifier, corriger. Nous, on va se pencher plus particulièrement là, sur la partie qui traite des CSS. On voit qu'on utilise le Bootstrap, on voit qu'on utilise ici, ben on ne sait pas trop parce que c'est un rôle, mais Fontavesum, c'est les polices de caractères qu'utilise Bootstrap. Et puis encore ici les polices de caractère. Bon, bref, du CSS et le nôtre. Ici, on voit qu'il s'appelle Combined.css. Alors, on pourrait se dire que si on va dans les assets CSS, on va modifier ce fichier-là. Mais on voit bien qu'il n'est pas très lisible. Il est tout sur une ligne. Bref, ce n'est pas un script qu'on doit très logiquement utiliser. Parce que ce n'est pas très confortable. Alors, on pourrait avoir un plugin dans Visual Studio Code qui fasse en sorte que ce script qui est sur une seule ligne, on appelle ça minifisé, c'est plus rapide d'accès, il n'y a pas d'espace inutile, les commentaires sont éventuellement enlevés, nous le remettent sous une forme plus adéquate. Mais s'il est sur une ligne, ça veut dire qu'il y a une mécanique qui le met sur une ligne pour que ça soit plus rapide ici. Alors on voit qu'il y a un style CSS, on voit que le
background body, c'est ça. Maintenant, si je lui dis, tiens, je veux tester, je mets un red. Bon, déjà, on voit rien qui bouge. Et j'ai beau actualiser, boum, ici, c'est toujours, c'est pas ce script-là qui est fait. En réalité, il faut savoir que Puga donc, a été mis en place pour fonctionner avec un outil qui s'appelle Gulp. Le problème, c'est que Gulp, notre membre C57, il ne l'a jamais utilisé. On sélectionne sudo apt install Gulp, on appuie sur la roue de la souris, ça nous colle copie, en fait, paste, ça nous colle la commande sélectionnée, on confirme, on voit que c'est un gros morceau, et là c'est un nouveau dossier, un nouveau type de dossier qui va apparaître, qui est le dossier node module. Alors il va apparaître logiquement EFGH et GKL, MN, entre là et là. Il faut un petit temps, à la fois pour le faire, télécharger toutes ces autres librairies, une autre sorte de librairie, et puis aussi pour que ensuite notre liste de fichiers et dossiers là sur la gauche dans VSC se mette à jour. Voilà, il extracte et donc là il devrait plus tarder d'apparaître ce dossier. Voilà. Voilà. On voit qu'il y a deux, trois modifications que Ngit nous identifie très clairement ici. Pour l'instant on s'en occupe pas trop. On a tapé 789, il y en a une qui doit concerner notre 789, sûrement la page test là, ouais. Puis on l'a sous les yeux, normalement pas ici. Pardon. Oula. C'est très lent quand ça travaille. Voilà, là c'est fait. Donc ici, on a fait quoi? Je ne sais plus, comme c'était un peu long. Revers de terre. Voilà, je fais flèche en l'air dans la console. J'ai cliqué dans la console flèche en l'air. Ça met du temps à réagir. On voit bien notre processeur, là, il s'est mis à travailler. APT, on a installé Gulp. Donc, je remonte encore flèche en l'air pour retrouver la commande Gulp et je réessaie de lancer Gulp. Là, ça semble démarrer, mais pas cool, on a du rouge. Et ce rouge, il nous dit quoi? Il nous dit en particulier qu'il ne peut pas trouver le module Browser Synchro. Bon, nos problèmes, on va faire npm. Alors, plus apt, on n'est plus dans un système de librairie de composeurs et de PHP, mais dans un système de librairie de Node.js et JavaScript. Donc, c'est npm qu'on utilise pour cela. Et npm installe moins D majuscule, alors c'est moins save, moins dev en compressé. Et puis, donc, on va installer ce fameux browser 5. Le problème, en fait, il y en a peut-être deux problèmes. Voilà, c'est que déjà, on n'a pas npm. Donc, hop, comme d'habitude, on sélectionne le bout de la souris, on installe npm. Ça travaille, c'est aussi, voilà. Quel qu'on a installé? Ah oui, c'est Gulp qu'on a installé avant. Voilà, donc on valide, on est d'accord, etc. Alors, on croit que c'est tout pareil, mais non, à chaque fois, c'est des trucs différents, c'est des librairies différentes. Voilà. Donc, au fait, pendant ce temps-là, je vois que notre système est à jour, ça dit là en bas. Bon, ça va, on a pu faire la mise à jour du système. Par contre, je vois qu'il y a un truc qui apparaît, Get Plasma. Wow, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas envie de me pencher dessus. Do not show me again. Voilà, comme ça ferme le truc. Là, on avait corrigé ça, on a vu que ça marche, donc on n'a plus besoin. Et pendant ce temps-là, donc, il a fini de nous installer npm. Voilà. Non, en fait, il avait fini de télécharger. Et là, maintenant, il a fini d'installer. Voilà. Voilà. Allez, petit. Qu'est-ce qu'il dit? Ça répond plus? Non, mais continue à attendre, résiste, sois patient. Paris ne sait pas faire un jour. Donc voilà, on a bien compris, le site il commence à bien répondre, il y a des trucs là-dedans, on ira voir tout à l'heure ce que c'est, mais en fait pour l'instant même un simple CSS on ne sait pas le faire travailler, parce qu'on voit bien qu'il y a une mécanique un peu bizarre, que je vais vous expliquer juste quand Gulp sera opérationnel. Allez, 77%, après, quel beau chiffre, alors ça c'est quand on aime le 7. Bon.
un peu de sérieux. Voilà. Eh ben, sacré script. Donc là, je fais clic dans la console, flèche en l'air pour voir la dernière commande. Comme là encore, on a parlé d'autre chose, on a fait un peu de ménage, du coup, on visualise la dernière commande qui a été lancée. Oui, on a installé NPM, je remonte encore en l'air parce qu'on voulait installer Browser Synchro, puis que ça ne voulait pas parce qu'on n'avait pas NPM. Donc cette fois, maintenant, ça veut le faire. Donc on installe Browser Synchro. Voilà. J'aurais pu refaire un petit 84 là. Alors voilà le dossier Node module qui vient seulement d'apparaître. Je pense que le système moulinait bien. Hein, puis on voit bien toutes les librairies Node.js ici. Il y en a un paquet. Je crois qu'il y a 15-20 000 fichiers au bas mot. Et c'est pour ça que notre Visual Code Editor, il en souffre un peu. Alors, on voit que malgré qu'il y a pas mal de changements de fichiers, que ce soit au niveau du vendeur, les librairies PHP tout à l'heure ou celle de Node.js, on voit que néanmoins notre système Ungit ne considère que 3 changements depuis le début. Vous voyez, j'ai même pas la main de la souris là sur la gauche, tellement ça travaille. Mais je clique, ça va le faire quand même, juste ça va mettre un peu de temps. Voilà. Il faut peut-être attendre qu'il ait fini, tellement il est lent. Voilà. On est dans les modifications Git et il considère véritablement que celles que nous on a fait. C'est-à-dire on a mis 7, 8, 9 ici. Et puis, donc ça c'est le fameux index. Voilà. Ça y est, il doit avoir fini. Ça va un peu plus vite le système. Mais en tous les cas, pas tous ces fichiers qu'on voit qu'il a rajoutés. Eh bien tout cela, c'est grâce à un petit fichier qui est à la racine de notre site et qui s'appelle .gitignore. Alors je ne le vois pas. Ah ouais, voilà. Parce que le point est avant toute autre chose. Et effectivement, dans ce fichier-là, on met tout ce qu'on veut que notre système Git ignore, comme son nom l'indique, Git ignore, ignoré par le Git. Donc, il y a le fameux système vendeur, les librairies, parce que là, il y en a un paquet, puis c'est toujours les mêmes. Donc, on va ignorer complètement. Et puis, il doit être un peu plus bas. On va trouver aussi Node NPM, là par là, des fichiers log, des tas de choses comme ça, qui sont sans plus d'importance. Mais surtout, voilà, celui-là, le Node module, qui lui est vraiment énorme aussi. Regardez, là, on n'a que les A, on est AR ici. Donc, bref, on peut défiler, hein, il y en a. Donc, voilà, autant ignorer ce fichier-là pour pas qu'il parte dans le Git, parce que, voilà, une seule commande, et puis c'est rapatrié. Donc, allez. Donc, on remonte, on a donc installé le Browser Synchro. Juste avant, on a installé NPM parce qu'il nous le fallait. Et donc, le but, c'est de lancer Gulp. On réessaye. Et il va nous dire qui ne peut pas trouver cette fois Gulp SAS. Nos problèmes flèche en l'air, encore. Puis là, on vient remplacer Browser 5 par Gulp-SAS. Et ça, pour ceux qui ont déjà surfé un peu dans des tutoriels, des choses comme ça, eh bien, c'est lié au problème qu'on a de CSS. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas rédiger notre CSS, notre style avec des fichiers CSS, mais avec des fichiers SAS, dont l'extension n'est pas SAS, c'est .scss. Et celui-ci, on va le trouver dans le dossier HSC7 ici. Voilà, on attend qu'il est fini, c'est très rapide là. Voilà. Et cette fois, on va refaire un petit point d'exclamation 84 pour être absolument sûr qu'on n'aura pas d'autres surprises. Voilà. Flèche en l'air, flèche en l'air, flèche en l'air, Gulp revient. Et cette fois, on regarde. Il y a l'heure qui apparaît. Using Gulp File, il nous dit quel fichier il utilise. Et puis, il m'en goûte des tas de choses. C'est parti. Je vois au chrono 29 minutes. Voilà le temps qu'il aura fallu pour installer de A à Z un fichier comme Puga. Mais ça y est, là on a fini les réglages. Donc du coup, je baisse un peu la console, on n'a plus besoin de l'avoir autant. Par contre, on a parfois besoin de la console pour faire d'autres choses. Donc dans notre VSC, là, Visual Studio Code, on va laisser notre terminal tourner sur le Gulp. C'est lui qui va nous faire des tas de choses ici, on va voir quoi. Mais on va s'ajouter une petite console. Le mieux, c'est de faire comme ça, diviser. Et comme ça, on a une console qui est libre ici, ls-l, la liste des fichiers. Bon, bref, je peux travailler ici. Et puis, on a notre... Et pareil, ça, on n'a pas besoin d'en voir beaucoup, pourvu qu'on en voit un petit peu ici. Allez,
Enfin, on fait comme on veut à ce niveau-là. Toujours est-il que, regardez bien ce que ça nous apporte, tout ça, je ferme ça, et je reviens dans le fichier style CSS de tout à l'heure. Regardez si je mets, par exemple, à la place de Corsin, je mets Red. Vous allez me dire, ah, ça va devenir rouge. Eh ben non, on voit que non. Et là, j'ai beau rafraîchir éventuellement moi-même, on voit que non, ni dans un cas, ni dans l'autre. Alors, en fait, c'est celle-là que j'aurais dû laisser en grand, hein, qu'on voit bien ce qui se passe. La réalité, c'est qu'en fait, on ne va pas travailler en CSS, hein, mais je vous l'ai dit, en fait, juste avant, on va travailler en SAS. Donc, le dossier assets, en fait, c'est le dossier qui est utilisé par le script pour aller chercher assets, le bootstrap, assets, le combined, assets, les polices de caractère. Bref, tout ce qui est assets, c'est pour moi, en tous les cas, après, c'est plus une convention qu'autre chose, mais chacun fait comme il veut. Mais nous, on va jamais travailler dedans. On va travailler, nous, dans un fichier qui s'appelle style.css. Et là, si cette fois, par exemple, je mets blue ici, on attend un peu, et paf, à droite, ça devient bleu. Bleu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Regardez. Je vais mettre ça, hop, on descend, fractionné à droite. Voilà. Fractionné à droite, je l'enlève d'ici. Vous voyez ici, le background, il est devenu blue. Si ici, et là, je suis en ça veut dire que je peux utiliser, on l'a déjà dit, ça, des variables, et puis surtout, l'indentation hiérarchique de la structure d'un fichier HTML, on va pouvoir la reproduire ici. Ce n'est pas forcément exploité au maximum ici, mais en tout cas, l'outil, lui, il est là et il est prêt. Alors, couleur fond bleu, je remets un beau red. Eh bien, regardez, boum, une petite moulinette, ça vient changer aussi sur la droite. Et comme on a notre live server, eh bien, ça rafraîchit l'écran. On a notre live server. Et si je l'enlève, notre live server, et que je change encore de couleur, allez, un petit coup de yellow. Yellow, c'est fait. Oh là, yellow, ça va pas bien marcher. La preuve, en yellow. Voilà. Donc ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on voit aussi par la même occasion? C'est que notre navigateur s'est rafraîchi sans même qu'il y ait le live server. Alors c'est la raison pour laquelle le live server, je peux le laisser activer, mais je le laisse sur... non, c'était site test. Voilà, Jenny. Psst. Voilà. Et puis bah, je le laisse en route. De toute façon, c'est pas ça qui consomme beaucoup de ressources. Bien. Allez, je remets ici comme c'était, corn silk. Voilà, une sorte de beige un peu passé, voilà. Donc, ça marche impeccable. On a donc notre fichier SAS qui peut utiliser des variables, des tests, enfin, c'est quasiment un langage de programmation, qui vient nous rédiger le CSS grâce à la mécanique qu'il y a dans Gulp. Ça traduit en fichier CSS, et puis, on l'a vu, celui qui utilise le site, c'est donc même un autre fichier CSS qui est, alors je vais le mettre sur la droite, je clique à droite pour qu'il vienne là, je clique sur Combined, et on a donc ce même CSS, mais qui cette fois est sur une seule ligne. Ici, ben, background, je suppose c'est notre background là, qui est complètement codé, hein, ici. Maintenant, si je remets, tiens, juste pour voir si c'est bien lui, RED ici, on va voir si ça change là, et oui, absolument, vous voyez, dans ce fichier qui est sur une seule ligne, donc ça traduit ici, et ça a recombiné tout cela ici. En fait, si on veut les détails de tout ce qui se passe avec le gulp, hein, pour pas que ça semble aussi magique, on ouvre le fichier gulp file. Alors, je remets en plus grand, ce sera plus sympa, voilà. Et là, on voit tous les fichiers qu'il observe, et puis toutes les opérations qu'il fait. Pour la partie SCSS, qui traduit en CSS, qui ensuite va combiner. Alors, en réalité, ce combiné de CSS, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs fichiers CSS et il va en faire qu'un seul. Et grâce à Clean CSS, il va enlever les doublons. Donc, ça optimise vraiment les fichiers CSS. Pour finir, il va les minifier, hein, on l'a vu, ça supprime les espaces, les commentaires, etc. Et puis, donc, il va nous le ressortir à la fin. Petite parenthèse. Ici, on a un dossier de la même façon. Donc, on a le fichier SAS, notre CSS, on viendra le travailler ici. Et on a aussi un fichier image. Alors, je crois qu'il y en a une. Ben, on va parcourir un peu ce qu'il y a dans... Voilà, c'est pas très joli fond rouge, on remettra après. Non, on va faire plus simple, hein, comme on a bidouillé 2-3 fichiers. On reviendra à la version standard. Je cherche là une image. J'espère que je vais en trouver une.
Ça, c'est pas une image, c'est du texte. Je fouille, je fouille, je fouille. Ah, voilà, on en a une ici dans les traits. On a une image. Et je vais aller la chercher. Alors, les traits, c'est une fonctionnalité du PHP orienté objet. Voilà, on a un diagramme ici. Cette image qu'on a là, hein, qui résume un peu des objets en PHP ici, des classes d'objets en PHP, et puis là, les liens entre elles, tout ça c'est issu de tutoriels de GraphiCart hein, d'ailleurs. Eh bien, on va prendre cette image et je vais en faire un double pour ne pas l'enlever du fichier d'en dessous là, dans le fichier image qui est dans AGC7. Alors, je l'ai déplacé, vous voyez, je le déplace où je veux. Donc, je viens chercher mon fichier image et je fais CTRL avant de lâcher le truc pour que ça m'affiche un petit plus et ça ne me fait pas un déplacement, mais ça me fait une copie. Regardez, il vient ici le diagramme.php. Là, on a aussi un dossier image, on n'a que 2 images pour l'instant dedans. Ouais, il dit qu'il y a beaucoup de fichiers, mais ce n'est pas notre problème. Débrouille-toi, mon gars, travaille un peu. En fait, voilà. Et là, on voit qu'il nous affiche comme quoi il a bien vu qu'il y a un nouveau fichier ici qui est apparu. Et maintenant, je rafraîchis un peu l'arborescence. En fait, je vais fermer là parce que ce n'était pas une bonne idée. Ah bah du coup, j'ai fermé le gulp. Bien joué. Alors, je rouvre le gulp. Et donc, ce fichier image qu'on a mis dans le dossier image, bon, je vais fermer ça ici, il est là. Et bien, regardez, pour l'instant, il y en a que 2 ici. Mais comme on peut le voir, d'ici quelques instants, sous nos yeux ébahis, voilà. Alors, je vais agrandir ma console. Voilà, comme on peut le voir ici, il a minifié 3 images, dont notre fameux diagramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde dans les traits, alors on était dans les traits, pas les tests, les traits, voilà, ici, on a ce fichier-là. Est-ce qu'ici, sélectionner pour comparer? Ouais, on va essayer ça. On rafraîchit ici, et puis là, donc, il est apparu ici, et puis sélectionner pour comparer. Comparer avec ce qui est sélectionné. Ouais, mais nous, là, ça ne va pas nous dire grand-chose. Si vous, je ne sais pas ce que vous voyez, en fait, à travers la capture d'écran, mais c'est peut-être sensiblement pareil. Ça veut dire qu'on a une légère, mais très, très légère baisse de qualité sur la droite, mais c'est vraiment insignifiant. Vous voyez, si j'agrandis 2 fois pareil, c'est vraiment... je me demande si c'est pas plus psychologique qu'autre chose. Donc on voit pas grand chose de différence. Puis ici, j'ai pas accès à la taille des fichiers, à moins que j'ai pas bien regardé, copier, copier, copier. Comme il n'y a pas beaucoup de plugins. Alors, on va dans htdoc avec Dolphin. Voilà, htdoc, Puga. Et on le sait, Dolphin, on est capable de le scinder. Donc on va scinder l'écran. On va chercher l'original qui est dans Traits et accueil. Et on voit notre image ici. Elle fait 47,2 kg. Et là, sur la droite, on va aller dans AGC7, dans les assets. Donc là, on a posé nous le dossier ici, image, pour que ça l'a traité dans les assets. Et la partie publique, celle qui sera visible sur le site internet, qui sera téléchargé depuis le site internet, c'est ce dossier-là, c'est celui-ci, qui a été minifié par Gulp. Donc, d'un fichier qui fait 47,2 kg, bon, c'est pas énorme, déjà à la base, mais néanmoins, il fait que 34. L'air de rien, c'est 13, c'est quasi un quart. C'est plus d'un quart, hein, entre 25 et 30% de consommation d'octets en moins. Donc, ça veut dire plus de facilité à télécharger. Et donc, toutes les images que nous, je rappelle, on ne met jamais rien dans Assets, on va les mettre dans le dossier image, de la même façon qu'on travaille le CSS dans le SAS, eh bien, ça va les convertir pour les mettre là-haut. Les traduire, les minifier, les optimiser. Ok, voilà le type d'outil qu'offre Gulp, mis en place ici. Donc, concrètement, vous, ça veut dire... vous ne vous occupez pas en fait de tout ça. Quand vous voulez travailler dans Puga ou avec Puga, CTRL-C, la seule chose que vous avez à faire, hein, même pas d'ouvrir votre navigateur, parce que je crois bien, alors on l'a vu, hein, le navigateur n'est plus réglé sur le live serveur, on le laisse pour suite test ça. Et là, on fait juste Gulp. Et je crois qu'en principe, ça ouvre aussi le navigateur, mais là, c'est sous réserve. Voilà, tac, tac.
Ouais, c'était vraiment sous réserve parce que non, ça ne l'ouvre pas. S'il n'est pas ouvert, le navigateur, ça ne l'ouvre quand même pas. Hmm. Si, c'est juste, voilà, il faut le temps que les choses se fassent. D'ailleurs, ça s'est super bien positionné. Bon, c'est nickel. Donc voilà, notre système est opérationnel et on l'a compris maintenant. On est capable rapidement de venir. Bon, alors je veux, je veux rien enlever du tout. Hein, vous savez, on a nos outils Git. Alors, on a nos outils Git. On a fait 8 changements là qui ne valent pas le coup. Hein, c'était juste le temps de la mise en place. Donc je vais dans une Git. Là, on va en profiter pour bien régler la chose. La première des choses à faire, voilà, je vais agrandir. La première des choses à faire, c'est je vais committer, mais sous un nom bidon, toutes ces modifications, voilà, pour pouvoir revenir checkout sur la version d'origine. Checkout. Voilà. On attend. Et voilà. Donc là, je suis revenu dans la version d'origine. Ça veut dire concrètement qu'ici, vous voyez, on a retrouvé l'image d'origine, on a retrouvé tout d'origine, et ce qui fait que au niveau des modifications, ici, ben, il ne devrait plus me dire ça. Je pense que c'est juste une question voilà, de timing. Changement en attente, il me dit, il n'y a plus de changement là. On a, la preuve, hein, c'est que si ici, je savais qu'il fallait une double console, c'est si ici, maintenant que ça marche bien, ça on va mettre sur le côté, je fais git status, je demande les statuts du git, voilà, votre branche, je suis up to date, bon, voilà, il n'y a rien à committer, etc. Alors je ne sais pas pourquoi là, il ne se met pas vraiment à jour, fetch from origin, peut-être juste une question de temps, hein, on est dans la branche master, voilà, et on a la même version qu'a le dépôt officiel. Voilà, puisqu'ici c'est un clone du dépôt officiel et qu'on n'a rien mis dessus encore. Donc on a vraiment la même version. Par contre, là, l'idée c'est de voir si on est capable de faire un push. Alors, on a pour habitude, ou on prend l'habitude de ne plus jamais travailler sur la jambe master. Donc, on va faire une jambe qu'on va appeler dev. Je crée le mot dev, je clique sur branche, on a notre jambe dev. Alors ici, je peux bien faire ce que je veux, de toute façon, c'est notre branche dev qui n'est pas celle du dépôt officiel. Je fais push et on voit ce qui se passe. On voit qu'il a voulu le faire, mais par contre, pas de message d'erreur, rien du tout, et j'ai beau actualiser, on ne voit pas origin/dev ici. Comme le master, on voit bien, ça c'est la version locale, la version distante. Le dev, lui, j'ai beau faire push, rien à faire, il ne veut pas pusher véritablement. Et là, c'est un petit défaut de Git, là, ici, en tous les cas dans la version dans Visual Code Studio Code, peut-être pas dans la vraie version quand on l'installe en plein, mais c'est qu'on ne voit pas tout. Alors, je fais un get push pour voir ce qui... Oh, piche, ça ne va pas bien le faire. Get push pour voir ce qui se passe. C'est la même chose, hein, sauf que là, c'est en ligne de commande. Et bien voilà, il me demande le nom, le pseudo qu'on a chez GitHub, hein, username pour github.com. Donc, nous, on agit ici en tant que membre, c'est 57. Le mot de passe qui va bien, mais qui n'est pas le même aussi simplifié. Et là, ok, ça l'a fait. Juste une chose, moi, j'ai pas envie, à chaque fois que je vais faire un push, d'avoir à écrire tout ça. Alors là, je vais faire un git config, crédential, comme ça, .helper, tout au singulier, store. En gros, je suis en train de lui dire, t'as vu les paramètres que j'ai mis là, comme pseudo, comme mot de passe, bah, tu retiens ça une bonne fois pour toutes et tu m'ennuies plus avec ça. Ok. Alors là, on voit que c'est pas à jour. Je clique sur le rafraîchissement d'écran pour voir ou fetch from origin encore ici. Parce que normalement, ça l'a fait notre git push. Notre système va bien. Bon, il veut vraiment pas ou quoi? Git push. Il doit le faire. Je veux qu'il le fasse. À moins que je me sois encore trompé. Et en plus, git status. Branche up to date, origine master. Oui, mais moi, c'est pas avec origine. Ah, je suis dans master. Ah, bien joué. Je pushais en fait la master. Bon, mais de toute façon, ça n'aurait pas marché non plus. Alors, dev, je fais checkout pour rentrer dans la dev. Voilà, là, je suis bien dans la dev. Et je fais push. Et cette fois, comme on a rentré les paramètres crédentials,
Voilà, guide, je vais refaire le guide de statut, un flèche en l'air. Voilà, la branche dev, nothing to comic, working clean. Il me dit que c'est tout bon. Donc notre dev, origine dev, elle doit être à jour. On est dans la master. On est dans la dev. Voilà. On actualise. On fetch. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas se rafraîchir. Est-ce que c'est peut-être là encore une question de temps, de synchronisation de notre GitHub? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vais quitter Ungit et je vais le relancer pour y voir plus clair. En tous les cas, peut-être plus clair. On revient là. J'ai Origin Dev ici. Si je fais le move là. Ça va pas bien. Hein. Bon, je ne comprends pas. Alors, quand je ne comprends pas ce qui se passe, réflexe, hop, on prend l'outil pro, Git Kraken. Un peu lent à se mettre en route. Ah, il manque peut-être la clé SSH. J'y pense en voyant Git Kraken, puisque lui, il nous la pose d'un clic. Donc, ça tombe bien qu'on est ouvert. Voilà. Aïe. Voilà, Git Kraken. Je rappelle, hein, c'est lui aussi qui possède Glow pour planifier vos tâches. Et donc là, on voit notre dépôt local, ok, qui est bien synchro avec notre dépôt origine. Par contre, ici, View Origin on GitLab, voilà. Donc le dépôt de membre c'est 57. Par contre, il me semble, il y a un problème. Ouais. C'est pas le bon, ça c'est site test. Et oui, il faut aller chercher View All Repository. Récemment, on l'a jamais ouvert. Open Repository. Et il faut aller chercher. Donc là, il apparaît pas ici. Donc htdoc Puga. Voilà. On charge le bon dépôt. Et que voyons-nous? File watching is disabled for this repository. Please increase your notify limit and reopen that repository. Bon. Pas tout compris, mais on va dire voilà. Mais ici, donc voilà, on a bien notre dépôt local ici. On est dans le dev ici, voilà, qui correspond au vrai puisqu'on vient de faire le clone. Voilà, dans le vrai, qu'est-ce qui a été changé? On voit, oui, on était sur AMPS, on est revenu sur exemple. Bon, bref, il est là. Mais si là, je veux faire un push dans mon dépôt, il me demande de confirmer que je veux aller sur Origin Dev. Donc déjà, ça c'est nouveau. Et il me demande le mot de passe aussi. Alors, lui aussi, donc c'est bien un problème de clé SSH. On le sait avec Git Kraken, c'est un jeu d'enfant. On fait cancel ici. On prend les trois petits traits ici. Préférence. Voilà. Authentication. GitLab, github.com. Et effectivement, on n'est pas connecté à GitHub. On connecte au GitHub. Première chose. On confirme. Deuxième chose, ça y est, on est connecté, on a le panneau vert et on génère la clé SSH. Dans une des vidéos précédentes, on a vu comment le faire à la main, mais c'est tellement plus simple ici, pourquoi se priver? Je reviens ici, et là d'ailleurs ça a changé du coup, ici on a le logo qu'on a sur GitHub, on ne l'avait pas juste avant. Et maintenant on a ici View Origin on GitHub.com et là on est bien dans GitHub et en particulier dans membre C57 Puga. Donc, on est bien dans notre vrai dépôt. Donc là, toutes les choses devraient aller beaucoup mieux. On ferme, on ferme, on ferme. Et donc, on est dans notre dev. Si là, je fais... tiens, si je peux aller voir un truc. Je vais aller voir dans View Origin, là. Je retourne dans cette page-là. Voilà. Juste pour voir si ici, j'ai quoi? J'ai Master. Oui, il y a 5 branches. Il y a sûrement une dev. Ouais, il y a une dev aussi. Donc, ça ne sera pas flagrant. Mais tiens, si je fais ici create une branche ici, puis je l'appelle test vidéo, hein, pour dire c'est celle de maintenant, on va pas se planter comme ça, voilà. On est dedans, d'accord? Elle n'existe pas dans notre dépôt distant, ok? Si maintenant je push,
Il me demande de confirmer parce que c'est la première fois, mais j'ai rien à remplir, hein. C'est déjà pré-rempli. Juste, c'est une petite confirmation de routine, si je puis dire. Voilà, je remets à droite mon guide Kraken, à peu près comme ça. Et ici, si j'actualise, on avait 5 branches. Maintenant, on en a 6. Et effectivement, on va voir test vidéo. Voilà, test vidéo. On va laisser cette branche-là, d'ailleurs, puis on va s'amuser devant. Bon, je ferme le GitHub, vous avez vu, ça traduit tout bien. Donc, on ferme GitKraken, on ferme le Visual Studio Code, on relance Visual Studio Code, parce que je rappelle que notre problème, on ne voyait pas une Git fonctionner véritablement. Donc, on le repositionne, on a compris, on ne lance plus le Go Live maintenant avec Puga, on lance juste Gulp en console. Voilà, Gulp, entrée. Automatiquement, on le sait, ça va mettre en route tout le système Gulp, y compris le browser synchro, ça va synchroniser avec le navigateur, que ça va en plus nous ouvrir. Et pendant ce temps-là, donc, pardon, les extensions finissent de se charger. Voilà. Et on va faire un ultime test après ce redémarrage de Visual Studio Code. Voilà. On peut laisser ça, hein. On double la console, voilà. Non, en fait, c'était pas la peine. Ça, on peut fermer, voilà. C'est une guide qu'on veut, voilà. Et on fait un test à ce niveau-là. Alors, on retrouve la configuration qu'on avait. On était dans test vidéo. Et là, bah, je vais agrandir, hein, ça sera plus simple. Je vais faire un test d'ajouter une nouvelle branche provisoire juste pour tester que là que ça fonctionne bien. On est dedans et je veux la pusher. Est-ce qu'on voit arriver origine? On a vraiment un problème. Credential helper. Bon, j'ai dû mal faire la chose résolument. Donc, véritablement, je rouvre un deuxième machin. Je vais dans ma UU, voilà. Et là, je vais faire un... Oui, donc, on a un problème. Git status. On a un problème avec notre... on va essayer de comprendre. Donc, origine test vidéo. Git branche. On a bien 4 branches. On les voit ici, en local. Et en réel, on n'arrive pas à envoyer. On sait qu'avec GitKraken, ça fonctionne. C'est déjà ça, donc ça doit marcher aussi avec lui. Donc, on va faire git branche UU, tabulation, hein, pour autocompléter. Already existe. Ah oui, non, c'est git checkout. Checkout. UU, tuc. Voilà, on passe dedans. Voilà, on a switché dessus. On voit que lui, il se rafraîchit toujours pas. Déjà, ne serait-ce que là. Même si j'actualise là. Même si je fais un fetch ici. On est dans la UU. Notre Git, il a un souci local. Ah, ça y est. UU. Bon. Je réessaye, mais j'y crois guère. Push. Non, il y a vraiment un problème. On va le faire d'ici. Git push. Et il nous dit de faire ça. Bon, on va le faire. Oh, on sélectionne bien tout. De la fin au début, c'est plus facile. Bouton de là, on appuie sur la molette et il redemande ça. J'ai dû me tromper, soit dans le mot de passe, soit dans le pseudo. Voilà, là, ça l'a fait. On voit bien, total, nanana, create pull request. Il a fait une pull request au lieu de nous faire un push, setup to track, remote branch UU from origin. Voilà, on n'a toujours rien, hein, là, tac. Il dit qu'il nous a fait un pull request. Mais nous, ah, j'ai actualisé et ça vient, donc ça a l'air de fonctionner. Je crois que ça s'est mis en route. Delete. Alors, delete le distant. Yes. Alors, c'est important que ça fonctionne là, parce que quand ça fonctionne là, ça fonctionne aussi dans celui qui est inclus. Voilà. Alors, on ne peut pas couper la branche sur laquelle on est. Vous voyez, je n'ai pas le delete là. Je vais repasser dans la dev, par exemple. Checkout, c'est beaucoup plus simple là. C'est visuel. Et là, celui-là, où il est là-bas au fond. Hop. Voilà. Yes. On force le delete à confirmer.
Voilà. Et là, on a bien nos 3 branches locales, nos 3 branches distantes. Bien, ça semble fonctionner. Alors, on revient sur la gauche, on se repositionne bien, et maintenant on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans Puga. Mais tout d'abord, eh bien, on va revenir à une version plus simple, parce que là, il y a déjà plein de choses comme on le voit. On le voit ici, on le voit aussi ici, il y a déjà plein de dossiers. Tous ces dossiers, on va les supprimer. On garde juste le bloc qui est indispensable. Mais de Diver à Test Live Share, on va tout supprimer. On les retrouve ici, de Diver jusqu'à Test Live Share, test y compris en fait. Oui, ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique, mais dans l'ordre de création. C'est pour ça que le test est là. Donc tout cela, on les sélectionne. Hein. Je sélectionne le premier, je fais Shift et je sélectionne même les traits. Oui, en fait, le dernier, c'est trait, TR. Voilà. Je garde le vendor. Voilà. Et là, j'appuie sur la touche Supre. Il me demande confirmation, mais en fait, moi, je ne veux plus qu'il me confirme. Après, déplacer vers la corbeille. Voilà, c'est chose faite. On ne va rien bouger, mais on suppose que ça le fait. Voilà, on n'a plus que 4 malheureux dossiers. Si j'actualise ici, voilà, c'est nettoyé. Il a nettoyé, je ne sais pas quoi qui nous dit, mais il a nettoyé. Et effectivement, on a des PC, on a des PQE, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque. J'actualise hein, simplement le navigateur pour que je vois tous les fichiers. Il les efface aussi dans le fichier JSON. Voilà. Et là, donc, on a, c'est propre, on n'a plus rien. Alors, comment marche Puga? Très simple. Supposons, je m'appelle Pierre et je veux faire un dev. Je fais Pierre, entrée. Ça crée un dossier ici. Voilà. On n'a plus notre revient. Continuer. Ah, j'ai arrêté. Ah oui, le gulp s'est arrêté. Je le relance. Donc, je ferme là. J'attends qu'une fenêtre vienne, un onglet, pour refermer celui-ci. Il veut plus? Non, il rouspète parce qu'il trouve pas quoi, le brevet 50. Bon, on va faire un point d'exclamation 84. On a vu que c'était ça pour redonner les droits. Un npm update. Voilà. Ça, on va fermer. Je clique et la poubelle, voilà. npm update. Lui, il ne reviendra pas tant que, de toute façon, on n'aura pas Gulp qui fonctionne. Donc, il faut que Gulp fonctionne pour Puga. Voilà, npm update. On va faire les dépôts, ils y étaient, donc ils n'ont pas disparu, mais il est possible qu'il y ait eu un déréglage quelque part. Voilà. Dérèglement, plus logiquement. Voilà. Voilà, il nous réinstalle tout. Et là, on fait gulp. Je ne le dis plus, hein, mais flèche en l'air pour retrouver les anciennes commandes. Ah, c'est le gulp ça. Bon. npm, on essaye un npm. Alors, avant, on va faire un point d'exclamation 84. Et npm install. Et pas update maintenant. Il manque encore quelque chose. Et puis sinon, on le met à la main, comme tout à l'heure. Hein. Moins D majuscule, npm install, moins D majuscule. Et puis le gulp sas, de nouveau, qui n'est plus là non plus. On a fait npm update, npm install. Si derrière ça, ça marche pas, on le fait à la main. Voilà. Notre sas. Mais a priori, ça devrait être bon. On vient de le voir passer. Voilà. On refait le petit comme ça là, les droits, et puis gulp. Est-ce que c'est bon cette fois? Yes. Donc, notre serveur revient, l'onglet va revenir, je ferme celui-là dès qu'il est là. On le rend double en fait. Voilà. Voilà, et je reviens ici pour atteindre Pierre. Voilà, et donc Pierre, un dossier a été créé. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, hein, quand on est ici et qu'on fait un nouveau dossier, ok, entrée, automatiquement ici sur la gauche,
ça nous crée un fichier OK avec un point d'accueil qui s'appelle index. Et si je clique ici, j'ai ce point d'accueil, nouveau service, voilà. Que si je supprime ça, OK, qui dit OK, je touche à rien, boum, ça s'actualise, c'est nickel, ça fonctionne. Donc voyons maintenant comment fonctionne Puga. Juste avant de quitter, on va peut-être voir un petit détail. Donc on est dans un dossier qui s'appelle OK. Bon, il n'est pas très parlant, donc je vais plutôt aller voir notre ami Pierre. Pierre, voilà, on est dans Pierre. À la fois en termes de dossier ici et de fichier ici. Donc on le sait, ici on a notre texte, notre code, tatati, c'est mieux. Voilà, tatati, on voit que ça s'actualise impeccable. On pourrait faire ici du PHP, on le sait. Je fais juste un écho 4, 5, 4 plus, on va y arriver, 4 plus 5. Voilà, on ferme dans ce cas-là. Et hop, automatiquement sur la droite, je dois réactualiser, j'ai eu une erreur fatale. Voilà, on a 9 ici. Bon, PHP, HTML, tout fonctionne bien. Le SAS, on le sait, on va dans... Quoi, le SAS? Le CSS, on va dans SAS. On est ici dans Cornsilk. Hop, on vient chercher du R. Boum, on touche à rien. On attend juste une seconde. Et tac, c'est passé en vert. Oh, j'aurais dû prendre un vert plus fluo qu'on voit bien. Voilà, c'est fun. Voilà, ça marche en tous les cas. Donc, CTRL-Z pour annuler, CTRL-Z pour revenir à Cornsilk. Tout se réactualise, tout nickel. Donc, on a accès au HTML, au PHP, au CSS, en plus compilé par le SAS. Alors, voilà, on a notre dossier Pierre. Pierre, on va dire, c'est une catégorie en quelque sorte. J'aimerais qu'il y ait d'autres sous-pages de Pierre. Eh bien, j'ai juste dans Pierre ici à cliquer sur Nouveau dossier, soit bouton droit de la souris, Nouveau dossier, ou quand j'ai cliqué ici, il y a le symbole ici, Nouveau dossier. Tout ça, ça revient au même. Puis, tiens, Pierre, c'est le copain de Paul et de Jacques, Pierre, Paul, Jacques. Alors, on va faire un dossier Paul. Et puis, Paul, automatiquement, dès lors que je l'ai fait, là, il se passe pas grand-chose, surtout que j'ai une erreur de gulp. Voilà. D'ailleurs, on peut le fermer. En fait, j'attendais tout à l'heure, mais si on le ferme, on sait qu'il revient. Et il va reprendre la bonne place. Voilà. C'est tout bon. Impeccable. Donc, voilà, on a le dossier Paul qui a été créé ici. Et néanmoins, si je clique sur Paul, là, j'ai vraiment un problème parce qu'il n'y a pas d'index dans Paul. Donc, j'ai juste à faire, il suffit de le savoir, mais si on oublie, on a vite ce rappel-là, ici, d'insérer un nouveau fichier. Alors, pareil, ici, j'ai fait comme ça, mais on peut faire ici nouveau fichier. Et il faut impérativement mettre ici un index.php. Alors, il est typé PHP, ce fichier. Donc, si j'actualise ici, maintenant, je n'ai plus d'erreur. Par contre, je n'ai pas grand-chose. Donc, je disais, il est typé PHP, mais on peut absolument ici mettre, c'est vrai que je n'ai pas l'autocomplétion, donc je vais faire comme ça, un titre ici, et hop, on a un titre qui va apparaître. Ici, j'ai dû perdre quelque chose. Voilà, notre titre est ici. Et donc voilà, on est dans Paul. On passe de Pierre à Paul, de Pierre ici, 4 plus 5, ça fait bien 9, à Paul ici. Donc l'idée, c'est de comprendre que pour rajouter des fichiers, des sous-dossiers dans une famille ici, eh bien, on a juste à rajouter le dossier physiquement ici. N'oublions pas, on est sous Linux. Alors sous Linux, on a souvent des problèmes de droit. Donc on sait que c'était, je crois, 84. Et comme ça, ça simplifie, ça permet un meilleur fonctionnement. Il ne faut pas hésiter à le faire de temps en temps. Et d'où l'intérêt, par exemple, comme on le voit ici, d'une double console qu'on peut réduire. Et celle-là, elle ne sert que à ça de temps en temps quand on fait un nouveau dossier, notamment, on fait flèche en les rentrées et ça nous donne tous les droits. Ainsi, si je fais nouveau dossier Pierre-Paul Jack, allez, on va l'écrire à l'américaine, Jack, et que tout de suite, je lui mets un nouveau fichier index.php, eh bien, on a Jacques qui va apparaître. Ça fout en l'air un peu le rafraîchissement. Par contre, lors de la création, mais bon, c'est juste parce que là, il bosse pas mal. Il est à 100%. Il est un peu lent. Mais on a Jacques qui doit arriver, logiquement.
Jack. Et on est dedans, hello Jack. Hello Jack. J'arrête, je relance. Oula, là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait un truc un peu bizarre. Voilà, ça y est, Pierre, Jack, Paul. Alors là par contre, oui, là c'est par ordre alphabétique, donc Jack est avant Paul. Toujours est-il que hello Jack, voilà, le texte qu'on a ici, hein, il vient bel et bien ici. Et notre auto-rafraîchissement s'effectue parfaitement. Donc voilà comment on utilise Puga. Maintenant, faisons du concret. On va faire une modification du vrai dépôt. Alors la première chose qu'on va faire, on va prendre notre petit guide, c'est plus simple. Maintenant qu'on sait qu'il marche, on va fermer un peu tout ça. Alors CTRL W, hein, ça marche, CTRL W, CTRL W, allez, même celle-là, CTRL W. On libère un peu notre écran. Load anyway, donc ouais, il a plein de modifications, 171 ici, 171, mais en fait on s'en moque, donc allez, je fais commit pour qu'il soit content, puis surtout ça m'évite de faire la roue jusqu'à retrouver le dernier dépôt. Mais nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est revenir à notre état initial. Souvenez-vous, il y avait plein de choses. Là, on voit bien qu'il n'y a plus rien, il y a juste notre OK et notre Pierre comme dossier. Et quand on va là, on les retrouve ici dans la liste des dossiers ouverts, Pierre et OK. Mais à l'origine, il y en avait plein. Donc pour les retrouver, il suffit de reprendre le dépôt master de l'origine. Et là, on ne touche à rien. On attend juste un petit peu, mais on voit bien sur la gauche, là, un ensemble de plein de nouveaux dossiers. Sur la droite, on redonne les droits parce qu'on est sous Linux. Et là, notre gulp nous a encore lâché. Ça, c'est juste dans les manips de gros dossiers. On relance gulp. Et notre gulp revient, et cette fois dans cette même page, j'aurais pu la laisser pour qu'on la voit se rafraîchir, mais on a bien tous les dossiers DPC, etc., etc. Alors pour les voir, il suffit d'aller là. Voilà, on les voit bien tous ici. Alors, pour info, ce sont dedans des petits scripts, des petits essais, etc. Donc je vous invite à les parcourir. Par exemple ici, hop, vous avez un tuto pour faire de la PO. Une fois que vous avez fini PHP débutant, ça peut être une très très bonne suite. Là, un exemple de traitement Ajax. Ici, un formulaire. Ici, des petites classes. Là, c'est des personnages. Alors, je vais retrouver ça. On est dans divers personnages. Donc, sur la gauche, divers personnages. Et là, on va chercher l'index et on voit ici ce qui se passe. Par exemple, au début, ça nous charge nos classes qui sont archer et personnage ici, ce qui veut dire qu'après quand on fait new personnage, il va chercher automatiquement le script personnage qui définit un personnage. Et puis je fais un premier personnage qui s'appelle Merlin, un deuxième qui s'appelle Harry, et puis un troisième Legolas. Ce sont des exemples typiques de graphic art pour la partie publique en tous les cas. Et puis on a une closure ici, une fonction mise dans une variable qui s'appelle vue, de la vue, où on veut la vue sur Harry et Legolas. Et cette vue, ni plus ni moins, elle nous fait un printer, une fonction de débugage plus qu'autre chose. Donc on va voir ici l'objet Harry et l'objet Legolas. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, il a un nom, il a une vie, un coefficient de vie, un coefficient d'attaque en quelque sorte. Et puis apparemment, Legolas, lui, il a en plus des flèches. Parce qu'effectivement, quand on a créé Legolas, lui, c'est pas un personnage, c'est un archer. Et si on regarde la classe archer ici, on voit qu'effectivement ils ont des flèches puisque ce sont des archers et par défaut ils en ont 3, donc on ne l'a pas fait tirer notre ami Legolas, donc il en a 3. Par contre s'il attaque, il va sûrement utiliser une flèche. Non, en fait non, on voit que le script s'arrête là, mais bien évidemment si je fais attaquer Legolas, alors qu'est-ce qu'on a fait après? On l'a fait attaquer Harry. Donc dans la vue d'après, ici, Legolas attaque Harry, c'est ce qu'on écrit ici, et on voit que s'il a bien le décompte des flèches. Alors ça veut dire que si c'est pas dans la classe archer, le décompte des flèches, on voit bien que quand il tire, il peut, voilà, la cible perd une vie, ça veut dire que comme il a attaqué Harry qui avait au départ 80 de vie,
eh bien, hop, il n'en a plus que la moitié, puisqu'effectivement, on définit comme ça les dégâts provoqués, vie égale vie sur 2. On divise par 2 le taux de vie de la personne. Bon, bref. Et on voit bien que dans notre classe archer, il n'y a pas du tout la décrémentation des flèches. Alors, ça veut dire que si c'est pas là, ben, c'est dans les personnages. Ici, on doit avoir quelque part... Voilà, toc, toc, toc. Voilà, ici. Voilà. Quand quelqu'un attaque, eh bien, on décrémente, utilise une flèche. Voilà, on décrémente le nombre de flèches qu'il a. Hein. Moins, ça décrémente d'une unité. Donc, il en avait 3. Notre ami Legolas, il tire, il en a plus que 2. Bon, bref, voilà. Et ainsi de suite. Vous pouvez parcourir ce script et avoir un exemple basique, simple, simplissime, d'utilisation de petites classes PHP. Des tips, ça veut dire des astuces, des trucs divers. Bon, ben là, il y en a une ribambelle. Alors, on va pas prendre du compliqué, on va prendre ne serait-ce que opérateur de décomposition. Ben voilà la suite de Fibonacci, par exemple. Voilà, on a un générateur qui génère les 14 premières valeurs de la suite de Fibonacci. Si on clique ici, ça ouvre un lien qui explique ce qu'est la suite de Fibonacci. Et bien là, donc on est dans divers, dans les tips, dans divers, dans les tips. Et dans les tips, on a un index, c'est lui qu'on va voir en premier, puis on voit qu'on appelle des classes statiques ici, div, testchrome, simple générateur et générateur de Fibonacci. Ben ça, c'est celui-là. Donc, si j'avais mis toutes les extensions recommandées, je pourrais faire un contrôle tips ou contrôle générateur Fibonacci plus exactement, contrôle du clavier, hein, et puis un clic ici, et ça m'emmènerait directement dans la bonne formule. Bon, là, on y va à la main, on est dans les tips, on augmente la structure, ben, pareil, ça marche avec les autres plugins, au moins Crane, je pense, ou IntelliFonts. Enfin, toujours est-il que là, ben, on a quelque part notre générateur Fibonacci, que voilà, il est là. Et ça, ben, voilà, c'est ce qu'on voit ici. On fait un petit cadre orange, le voilà, il est là. Générateur pour générer, c'est le texte qu'on a là. Et après, ben, c'est mal indenté par contre, donc on va se permettre de le faire ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, je suis allé un cran trop loin. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et là, ben, on a notre getFibo, ça veut dire qu'il y a une boucle qui prend les 14 premiers chiffres et puis qui va chercher le Fibonacci dont la formule est ici. Alors ça utilise un yield. Ouais, c'était histoire d'utiliser le yield qu'on compte assez peu fréquemment, sous-utilisé. Et puis une simple boucle, voilà. Voilà, voilà, getFibo du nombre et le nombre, les 14, donc le nombre on l'a fixé avant, peut-être tout simplement dans l'index. Ouais, ici en fait il est en argument de la fonction. Pareil, là, oh, quoique non, c'est bien. Ok, donc voilà un petit peu la base de ce que vous pouvez trouver là-dessus. Un exemple typique d'un try, ça c'est bien un try. Donc, push au type, ça refilter. Bah, le try c'est un fichier à part entière, donc il est là. Et là, on a un exemple typique d'un code qui est mis dans un try. On essaye de le faire ici. Alors, attendez. Là, on a une fonction. Voilà, en fait, tout est là. Le principal est ici. On a une fonction div qui est pareil, une closure, c'est-à-dire une fonction mise dans une variable. On lui envoie des arguments, 2 arguments. Puis div, hein, comme on s'en doute, c'est divisé. Ça divise 10 par 2. On essaye 10 divisé par 2. Et ça nous répond 5, OK. Il me semble que c'est juste. Et OK, ça confirme que c'est bien juste. Et en fait, ça veut dire que dans notre fonction div, hop, on a ici cette conséquence-là. Par contre, si on essaye 10 par 0, la division par 0 étant mathématiquement interdite, on voit qu'on n'a pas d'erreur. Notre code s'est bien déroulé. Mais notre fonction ici, elle vérifie justement que notre divisé par, l'opérand Y là, existe. Parce que sinon, il gère le fait que la division est interdite. Alors, je rappelle que si on ne fait pas ça dans un try, j'ai fait Windows, c'est pas Windows, c'est Alt, flèche en l'air, je déplace mon 10 divisé par 0 et là j'ai une belle fatale erreur qui vient de s'afficher automatiquement et qui me dit impossible, tatati divisé par 0. Alors
Alt, flèche en bas, je la repositionne là où elle était et automatiquement ça reload notre browser, dit-il. Ça va peut-être le faire et comme je ne suis pas patient, je le fais moi-même. Et là, la page est de nouveau clean, malgré qu'on fait une opération qui est logiquement impossible. Mais on a attrapé, dans ce cas-là, on a attrapé l'erreur et on a renvoyé le message qu'on avait défini ici. Voilà, voilà. Enfin, bref, tout ça, c'est... Prenez déjà vos bases avec PHP débutant, puis après, revenez ici par exemple, dans Garcia, j'aime bien, il y a un exemple, un gars un jour qui avait l'idée de faire un truc par rapport à un dépipé. Alors, je sais plus, je sais pas d'où la... Ouais, c'est ça, ouais. Par exemple, là, dans les Garcia, c'est sur le dialogue Discord, d'où la pain blanc, là, boum. Dépipé, il y avait... Ah oui, oui, capture de ça. Bon. Voilà, il imaginait lancer 10 000, 100 000 fois. Voilà, il a un dé, mais c'est un dé pipé. Là où il y a le 5, la face où il y a le 5, elle est alourdie 5 fois. Avec des petites lamelles de plomb peintes en blanc ou alors dans les points noirs, on peut tout imaginer. Toujours est-il que, du coup, la face 5, c'est la plus lourde. Et donc, elle va ressortir... la face 5, pas la face 1, la face qui est en face. Or, la somme des dés, c'est... non, c'est la face 1 qui est pipée et c'est la somme qui est égale à 7. 1, 6, ouais, c'est ça, 2, 5, 3, 4 dans un dé. Il faudrait en avoir un devant soi pour voir, mais voilà. Donc, la face qui est de l'autre côté de la face 1 qui est allégée, elle sort à peu près normalement, mais la face qui est de l'autre côté, elle sort beaucoup plus. Elle sort le double, quoi. Elle seule, elle fait la moitié des tirages, quoi. Bon, bref, ici, ça nous le calcule. Mais attention, ça nous le calcule en réel. Hein, c'est-à-dire qu'on a le script qui fait tout ça ici. Si on actualise, regardez, les chiffres, ils vont changer un peu. Mais globalement, on voit bien qu'on arrive toujours ici autour des 50%, 49,92, 54, ça frôle vraiment le 50%. À lui seul, le 6 sort beaucoup plus souvent, vu que le 1 est pipé 5 fois. Enfin, vous comprenez le principe. Et ici, vous avez donc, d'une part, le traitement, le truc qui calcule tous ces chiffres-là, et d'autre part, la sortie. Hein, c'est quand même un petit peu MVC. Il y a en quelque sorte le contrôleur ici, et puis la vue ici. C'est plus propre que de mélanger du calcul PHP. La seule chose qu'on peut s'autoriser, dont on peut prendre l'habitude, c'est des boucles pour faire des sorties de liste, par exemple ici, comme ici. Bon, bref, il y a 2-3 exemples ici, libre à vous de les consulter. Voilà, ici une requête MySQL. Voyons voir, Momo, voilà. Donc, voilà, on a un PDO qui va dans notre base de données, qui va sélectionner la table des utilisateurs. Et puis, on le sait, hein, on l'avait vu, il y a des mots. Voilà. Alors, je vois pourquoi il y a 2 fois, bonne question. On a un select avec ça comme formulation. Oui, on a préparé la requête et là, on l'applique directement. Voilà. Bon, je vous laisse découvrir tout ça. Mais toujours est-il que dans un premier temps, je vous l'ai dit, vaut mieux travailler en partant de rien. Alors, vous le savez, dans votre guide, je l'ai refermé, bien joué, c'est pas grave, je rouvre ici. Dans votre guide, on est ici dans la master, celle où de toute façon, on ne travaille pas. Bon, je fais commit, mais ça, c'est les commits que je pioche pas, hein, c'est juste pour me débarrasser du slash là, plutôt que de faire cancel toutes les modifications. Donc, je vais repointer checkout sur le master. En fait, là, ça les perd, toutes les modifications qu'on a faites. Voilà, on voit que ça marche impeccablement. Et puis, l'origine, ici, on a un dev GC7. Si je regarde bien, ce dev GC7, eh bien, on voit qu'on a supprimé toutes les dépendances, par exemple, les design patterns, ici, tous les tests sur design patterns, bref, tous ces fichiers-là. Vous savez ce qu'on a fait à la main, qu'on a tout effacé tout à l'heure? Ici, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est tout fait. Et pour l'utiliser, ça, il nous suffit, on ferme ça hein, pour y voir plus clair, voilà. Il nous suffit de prendre ça et de faire un checkout dessus. Voilà. Et là, regardez, boum, sur la gauche, ça a tout effacé. Et bien évidemment, si j'actualise là, ça ne marche plus. La page Momo n'existe pas dans cet exemple-là. Voilà, on n'a plus que blog. Et donc, libre à vous de développer.
Donc on va supposer un cas réel là d'application, que vous fassiez un dev, quel qu'il soit, hein, de n'importe quel ordre si je puis dire, et que vous vouliez le transmettre au dépôt officiel. Alors, soit ça se mélange à un autre truc, soit vous faites une jambe à vous. Alors, on reprend Pierre, par exemple, on crée le dossier. Comme nous, on est sous Linux, voilà, on a fait un nouveau dossier Pierre. Donc, on voit bien, hein, immédiatement, une guide nous dit qu'il y a Pierre Index qui a été automatiquement créé. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne déjà. Sauf que mon Gulpy s'arrête à cause des droits d'écriture ici. Donc, hop, hop. J'aurais dû le faire avant de rafraîchir et là, il n'y aurait pas eu le problème. Question d'habitude sans doute. Bon, toujours est-il qu'on a donc notre dossier Pierre qui a été fait avec un index dedans et que au niveau de notre navigateur, ça se vérifie avec cette page-là. Voilà. Alors, je ferme celle-là, hein, nous on l'a là, hop. Voilà, on a notre accueil de Pierre. On l'a vu tout à l'heure. Supposons qu'on fasse un super développement. Alors, je vais aller dedans. Je ne vais pas faire un super développement. Je vais juste écrire ici Pierre a codé un super truc. Voilà, voilà. Donc, à droite, hein, ça nous le dit. OK. Et donc, il est bien content de lui et il veut en faire profiter toute la communauté. Comment doit-il faire? On le sait, une guide c'est super pratique, c'est interne à notre VSC, etc. Ça a ses petits défauts de mise en place, mais une fois qu'on les a fait, ben, ça marche bien. Bon, néanmoins, c'est avec lui qu'on peut committer et pêcher sur notre propre dépôt. Membre C5, on est dans la peau de membre C57 là, donc on peut le faire d'ici. Mais on peut le faire, vous le savez aussi, on est dans notre éditeur, Shift CTRL G, puis là, on va add super développement, super dev, démo. Pas besoin de dire c'est Pierre, puisque de toute façon, quoi, c'est membre C57 en plus là. On fait CTRL entrée, on dit toujours là, voilà, et automatiquement, là, il nous a fait le commit. Mais on est en retard par rapport au dépôt officiel. On y voit tout de suite en bas. Le plus simple, c'est un petit clic ici, et ça synchronise sur le dépôt officiel. Si je reviens sur le Ngit, dans ce cas-là, on le voit ici. Voilà, le temps qui s'affiche. On voit bien que on a un nouveau commit qui est add d'un super développement il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes. Et c'est ça. Et puis bien évidemment, si on clique sur le rond, on revoit vraiment le détail. Hein, c'est-à-dire Pierre accueille index. Voilà, on voit ici Pierre. Voilà, je rappelle que comme ça, on voit avant ce qu'il y avait, c'est-à-dire rien. Puis il a rajouté ici Pierre a codé un super truc. Bon, bref. Donc voilà, on a un super développement. Mais là, c'est membre C57 qui a fait ça au nom de Pierre et qui s'est fait son petit dossier. Et dans son dépôt, ça veut dire que si lui, Pierre, il va dans son GitHub. Alors, on aurait branché les extensions, on pourrait y aller d'ici avec Visual Code, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on fait GitHub. Et puis, voilà, c'est celui-là. On est dans une branche qui s'appelle DevGC7. Il aurait pu se faire sa propre branche aussi. Il y a 10 000 façons de faire. Et si on va dans DevGC7, voilà, on voit bien Add SuperDev ici. Et ça rejoint, je clique ici, je reverrai le fichier. Encore une autre façon de voir ce qui a été fait. Maintenant, comment le soumettre au vrai dépôt Puga, hein, celui de c57.fr? Plusieurs solutions. La première, c'est directement dans GitHub. Et c'est la même chose pour GitLab, sauf qu'en plus c'est en français. Donc c'est un peu dégoûtant, en fait, paradoxalement, à terme, mais on s'y fait assez vite. Eh bien, on va faire un compare et pull request. On peut le faire d'ici. Je clique ici. Voilà. Ici, il peut raconter sa vie, enfin, toute l'histoire de son développement, donner des tas de précisions. Et quand il fait créer de pull request, ça envoie le pull request. Ça, c'est la première solution. Personnellement, on a un super... Alors, Ngit est très bien, il est interne, il visualise, etc. C'est super, mais il est plutôt limité. Puis en plus, Puga est assez léger, donc ça va, mais sur des gros développements, il rame un peu. Donc, avec GitKraken, le mastodonte, là, on n'a jamais aucune mauvaise surprise. Donc, j'utilise mon GitKraken. Là, vous allez voir comme c'est l'enfance de l'art. Oui, on peut peut-être changer pour dire c'est pas Pierre, c'est membre C57. Ouais, comme ça on le verra en vrai. Ici, on dit membre C57.
Ça sera plus simple, c'est également plus logique. Et puis le dossier, alors notre guide Kraken est arrivé entre temps, ici, F2, membre C57, voilà, je le laisse comme ça, en joli majuscule et tout. Alors bien évidemment, si j'actualise ici, ça va plus bien marcher. Ah oui, on n'a plus Pierre maintenant, du coup ça va planter encore notre gulp. Mais la solution dans ce cas-là, c'est tout simplement, quand on vient de faire des modifications au niveau des dossiers, outre le fait de rajouter, rappeler rapidement les droits des dossiers et fichiers, c'est, dès que notre navigateur arrive, on doit savoir, hein, le PC ne chauffe pas trop, 14%, voilà, c'est de cliquer sur le lien qui apparaît souvent. Et là, ça synchronise automatiquement le fichier JSON. Vous voyez, Pierre était superflu, il a été nettoyé, mais ça, techniquement, c'est dans Apps, Automenu, Apps. Voilà, c'est ce fichier-là qui doit correspondre à tous les dossiers qu'on a réellement. Et j'actualise ici. Par contre, du coup, il ne voit pas membre C57. Alors, on va l'ajouter ici, membre. Sachant qu'il est déjà fait, créer un nouveau dossier, sachant qu'il est déjà fait, et bien vous voyez, ça l'a mis dans le fichier JSON. Et là, l'intérêt, hop, voilà, membre C57 à côté. On a récupéré ce dossier-là. Voilà. Donc on ferme, c'était juste pour vous expliquer si un jour vous devez faire ce genre de manip-là. Donc, bah, du coup, comme on a tout changé, ça nous refait une série de dépôts. On a supprimé Pierre, on voit bien, et puis on a mis ça au nom de membre C57. Alors, hop, Shift Ctrl G, ou Ctrl Shift G, hein, plus exactement, tout au dev au nom de membre C57. Ctrl Entrée, ça y est, c'est pushé, c'est commité, voilà. Non, ça c'est une erreur, c'est ici, sur le, voilà, recycling là. Et c'est en réel dans le vrai dépôt du membre 57. Maintenant, je vous disais, donc, on veut transmettre ce super développement au site officiel. On prend Guide Kraken, c'est beaucoup plus simple et plus clair, vous allez voir. On a donc, c'est ça notre version qu'on veut envoyer. Et ici, on a pull request. On clique sur le petit plus. Et là, on précise. On précise quoi? On précise que nous, ce qu'on veut envoyer, c'est le développement de membre C57 dans la branche, on le sait, on était dans la branche de FGC7, et bien on veut envoyer ça au vrai C57, et puis tant qu'à faire, dans sa jambe de FGC7. On ajoute un exemple pour la vidéo, K final, K, on va y arriver, K44. Voilà. Donc, pas de description, on est entre nous. On crée le pull request. Voilà. Et ça y est, c'est fini. Maintenant, si on voit, ça nous a ouvert ici, on va voir le dépôt officiel. On y est. Clac, clac. Voilà. On voit qu'on est sur le dépôt officiel. Ici, c'est c57.fr. Eh bien, voilà. Voilà ce que reçoit le responsable du dépôt officiel. Ici, c'est donc c57.fr. On voit qu'il reçoit ça, mais il dit ça, c'est pas propre. Il peut corriger, il peut voir, avant d'assimiler toutes les choses, il peut voir l'intégralité des scripts, il suffit qu'il clique sur les références des commits. Voilà, ça porte un nom, ça, je ne sais plus comment. Mais soit ici, soit là, ça met du temps, mais ça va le faire. Et donc, bon, bref, il a plusieurs solutions. Là, on lui dit, la branche n'a pas de conflit. Alors, on le voit bien, membre C57. Ah oui, non, c'est que là, on est dans le compte de membre C57. Hein, on est bien d'accord. Alors, exceptionnellement, CTRL F, je rebascule dans mon Windows. Je prends mon navigateur habituel. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais dans GitHub. Comme ça, vous verrez le cycle complet, GitHub. Voilà. Donc, cette fois, on a bien GR code 7. Bon, il y a des tas de choses. Et nous, là, on va aller voir V44 Puga. Bon, ça, c'est une tâche. C'était sans doute la tâche que je m'étais assignée pour faire la présente vidéo. Mais nous, ce qu'on va aller visiter, c'est le dépôt Puga. J'ai reçu un mail, hein, tous les coups. J'ai reçu un email. Et donc, voilà. Et là, je vois que j'ai un pull request ici. Je clique sur pull request. Et je vois un exemple pour la vidéo finale K4K. Voilà.
Et là, je vois le développement. Et là, je peux cliquer pour voir le détail du développement. Je vois ce qu'il y avait avant, je vois ce qu'il y a après. De toute façon, mon système me dit que je peux merger sans problème. Donc, je reclique ici. Je reclique sur la référence du merge request fait par le membre. Et j'ai juste à dire merge pull request. Et puis, je préciserai un confirme. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement que dans le vrai dépôt officiel Puga, quand on va dans la branche devgc7, voilà, on a une branche, un dossier qui est celui de membre C57 dans lequel il y a ce fameux développement, non, j'ai mal cliqué, il faut rentrer dans l'accueil, et il y a le fameux super développement du membre C57. Donc voilà comment tout simplement vous n'êtes pas membre C57, mais vous avez votre propre pseudo, vous avez forqué votre truc, vous commencez à maîtriser Git avec un guide, GitKraken, etc. Eh bien, vous pouvez absolument tout modifier dans Puga. Voilà. Juste une chose, on m'a posé la question, merci Momo. Alors, je ne sais plus où je suis là, je remets en grand écran qu'on ne soit pas dérangé par le reste. Voilà. Et juste pour la petite histoire, avant de conclure sur cette histoire, on avait ici les emails de notre ami membre C57, si je ne m'abuse. Je vais dedans, voilà, il se souvient de tout, normalement ça marche, voilà. Et regardez, il reçoit, c'est automatique, à une réponse. Voilà. Membre C57 avait soumis cette demande de fusion, eh bien, il reçoit la confirmation que ça a été fusionné, mergé, mélangé, fusionné dans Dev GC7. Super, la boucle est bouclée. Bon, voilà, je ne vais pas faire le ménage maintenant. Voilà, je dirais qu'on a fini. À vous de jouer, hein, à vous de jouer, parce que vous pouvez faire vos dossiers. N'hésitez pas à remonter dans SiteTest, dans Puga, et faites la même chose avec c57.fr. Je ferai les vidéos en fonction des demandes spécifiques, comme par exemple, on m'a demandé récemment, alors membre C57, ok, il a fait des trucs, il s'amuse avec tout ça, mais au bout d'un moment, il n'en a plus besoin. Bon, Puga, ça m'étonnerait, mais c'est un exemple. Et il n'en veut plus. Donc, on ferme tout, on ferme aussi le navigateur, il ne s'ennuiera pas. Et il veut s'en séparer parce que dans sa liste de repositories, membre C57, il en a peut-être 200 au bout d'un moment. Bon, pour l'instant, ça va, hein, à dire vrai. Qu'est-ce qu'il dit show, an overview, on va dire, prends-le. Je ne sais pas ce que c'est, mais Webpack, Puga. Donc, il n'a que 2 dépôts. Mais supposons qu'il en a 50, il veut se séparer de Puga. Webpack, je crois que c'est à lui, je l'ai développé sous son nom, ouais. En fait, c'était... Ouais. Mais on verra un peu plus tard. Donc celui-là, je ne le sépare pas parce que c'est l'original. C'est Puga. Supposons qu'il veut se séparer de Puga. Comment on délète un repository? On rentre dedans. Voilà le dépôt dont je veux me séparer, sachant que c'est jamais qu'une copie que ça. J'ai fait une modif, mais elle a en plus été acceptée au niveau officiel. Donc, supposons que je ne le veux plus. Eh bien, je fais Setting. Et là, je descends tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et je délète le repository. Par sécurité, il nous demande de confirmer le nom du dépôt. Je dis Puga et je valide. Et là, il me demande la confirmation. Alors, le mot de passe, comme c'est sensible, hein, là, en dépôt, là, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus. Et là, si je retourne dans le compte de membre C57, celui-là, Puga, il ne va plus y être, donc je reviens à la racine. Voilà. Eh bien, on voit bien qu'il n'a plus qu'un seul repository. Maintenant, hein, on le sait aussi, c'est absolument pas un problème de C57FR, boum. C57FR, Puga. Donc on est de nouveau dans le dépôt officiel et on refait le fork. Voilà, et cette fois, j'y touche plus au fork, je le laisserai dans le truc. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui va changer, c'est que ça, c'est un nouveau dépôt finalement là maintenant. Ça veut dire que tous nos réglages qui étaient ici, dans notre GitKraken, il faut les refaire. Bon, c'est pas dramatique, hein, je rappelle, c'est un clic. 2 peut-être. On le laisse s'ouvrir. Voilà, donc voilà comment on efface un fork, un dépôt qu'on a forké, hein, notamment. Mais c'est valable aussi pour effacer un dépôt que vous avez fait de A à Z. On l'efface d'ici avec les settings et tout en bas. Et c'est exactement pareil sur GitLab. Hein. Je ne le montre pas, mais s'il y a besoin
demander, voilà. Et là, donc, on voit que tout remarche. Par contre, je vais vérifier, peut-être que non, mais non, logiquement, c'est plus la même clé SSH dans authentification GitHub. Ah si, bon, apparemment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça veut dire que on est dans le dev GC7, celui qui a accepté votre modification, recette locale ici. Et donc, ici, dans dev GC7, vous retrouvez exactement, direct, absolument tout le projet tel que vous l'aviez laissé. Voilà, gulp. Alors, je ne sais pas si lui va se souvenir, normalement, oui. Voilà, on retrouve direct ici, membre à coder, super. Alors qu'on avait tout effacé, hein, tout est revenu direct. Voilà, gulp. On relance le navigateur pour être sûr à 100%. Voilà, j'ouvre une deuxième console pour faire flèche en l'air pour le sudoer, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème comme on a réinstallé la totale. Et là, automatiquement, voilà, il minifie les images, etc. Comme il a créé, l'air de rien, quand il fait ça, ça veut dire qu'il crée des fichiers. Donc, par un kit console, je leur donne un coup de 777 là, pendant la mise en place. Et on attend maintenant juste notre navigateur. Voilà. Je crois que c'est juste après qu'on va voir serve. Ça y est. On réduit un peu l'affichage. Voilà, voilà. J'efface ça. Quand je ferme cette fenêtre. Voilà, ok. Et donc ici, on est bel et bien dans notre nouveau dépôt où il y a ce super développement de BAMP C57 qu'il a ramené au Puga officiel. Le guide Kraken nous rappelle tout ça. Voilà. BAMP C57, ici, BAMP C57 a codé un super truc. Bon, voilà. Juste, maintenant, avant de vous laisser voler de vos propres ailes, si je puis dire, je vais vous montrer une dernière chose. Là, on est dans le compte de membre C57. On voit donc ce qui se passe au niveau de du membre C57. Mais supposons que le vrai dépôt Puga, il ait une modification. Allez, par exemple, j'y retourne juste histoire de dire, voilà, on voit, donc ça, on est dans Puga, on va dans la chambre, dans la branche dev GC7 puisque c'est là-dedans qu'on a joué, ici, ici, ici et en particulier dans celui-là. On a un éditeur ici qui est plus simple mais qui marche aussi. Et puis là c'est C57FR, lui qui apporte ici des corrections, remarques, etc. Voilà. Hop, on commit le change. Alors, comme on est dans GitHub, c'est directement, pas besoin de pusher, hein. Voilà, c'est le dépôt officiel. Et donc, la question, c'est comment lui, ici, peut s'apercevoir de la chose. Eh bien, tout simplement, CTRL F, on reprend le navigateur. Alors, si on a GitKraken, c'est plus facile parce qu'on vient ici, on fait View Origin sur GitHub. Voilà. On reprend le dépôt officiel, donc, dont l'URL est ici. Voilà, Puga. Et on vient copier la vraie URL. CTRL-C, ici. Et dans Ungit, ici, il y a un petit triangle là. On fait Add New Remote. Et là, j'ajoute CTRL-V et je l'appelle C57. On sait que ce sera celui d'officiel C57. Et là, maintenant, j'ai les deux trucs. Si je prends C57, Fetch from Origin, vous voyez? Voilà, on a le dépôt officiel qui apparaît. Alors là, j'ai cliqué ici, mais en réalité, ça se fait tout seul avec le temps. Ça ne change pas toutes les 5 minutes, tout ça non plus. Mais là, vous voyez, par exemple, si on clique ici, on vient ici, voilà. Oh, approt, il y a encore une correction à faire. Mais toujours est-il que notre ami membre C57 voit que la branche pour laquelle il venait d'intervenir, d'apporter une modification, a reçu
une évolution. C'est visuel là encore, on voit bien qu'il est plus haut, plus évolué celui-là. Donc, première chose que fait C57, il fait clic, checkout. Nota bene, sur Gitkraken, ça se traduit par remote ici. Ah ben on l'avait déjà fait, donc vous voyez, lui, voilà, on l'avait déjà fait, j'avais oublié. Mais donc voilà, on a un update ici, et là on va retrouver la même formulation. Voilà, C57 apporte ici des corrections. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est clic ici. Ça va dire reset le localier ici, c'est-à-dire que BAMP C57 colle à cette version-là, ou ici, checkout. Et là, dans le vrai texte, dans le vrai code, notre ami C57 a déjà... Voilà. Et là, il voit que ça, c'est grossier, il ne peut pas tolérer ça. Donc, on résume, il fait la correction. Shift CTRL G, c'est une correction, CTRL Entrée. Il veut faire véritablement, par rapport à ça, un pull request. Donc, il dit, hop, ça, alors on est toujours dans membre C57. Pouga. Alors là, j'ai un petit litige. Et c'est parce qu'il apparaît deux fois, c'est pas cool. Voilà, correction orthographe. On précise, voilà, correction orthographe. Oh là là. Voilà, il est temps que cette vidéo s'arrête. C'est vrai que voilà. Ouais, ben, j'ai pas dû prendre le bon ici. Il y a deux fois parce qu'on a pinaillé là. Voilà. Voilà, là ça doit être le bon. Si c'était pas l'autre, c'est celui-là. Voilà. Et là, on a bien de nouveau, hein, comme tout à l'heure, un autre merge request. On appelle ça MR dans le jargon. Un autre merge request pour la correction approach, non c'est bien apporte. Voilà, voilà. Ok, donc voilà, vous savez tout faire, c'est-à-dire mettre à niveau, alors cette correction, le BAMP C57, il la push sur lui-même. Hein. Vous savez utiliser Pouga pour ajouter vos propres dossiers, d'accord? Alors, petit truc, j'y repense maintenant, mais c'est quand même plus simple. Je repositionne à peu près mes fenêtres, voilà, je suis dans le dossier BAMP C57. Si je veux ajouter un nouveau fichier et dossier, je peux carrément faire d'ici, nouveau fichier, et puis je l'appelle, tiens, variable, si je veux étudier les variables, variable slash index.php. Alors je ne sais pas si c'est avec les extensions, mais logiquement, voilà, je redonne les droits à tout ça, hein, comme d'habitude, pour ne pas avoir de soucis. Et là, automatiquement, il va me faire un refresh de l'ensemble au bout d'un moment. Alors j'accélère le phénomène. Et là, on voit le dossier variable qui doit apparaître ici. Voilà. Soit dit en passant, là, ça doit être corrigé, ça. Hein. Voilà. Apporte, on voit que ça a été corrigé. On voit que variable est apparu. Et on a donc un dossier ici, étude des variables. Et on peut commencer à s'amuser. Voilà. Et là, ça s'actualise à nouveau bien. Voilà. OK. Voilà la base du matériel. N'oubliez pas, hein, ici, PHP débutant, comme on y a été récemment, il se souvient. Vous le mettez un peu en bas. Voilà. À vous de voir, un peu large. Voilà. Et puis, réduire toutes les fenêtres, c'est-à-dire celle-là à peu près ici. Voilà. Bah, hop, ça devrait être pas mal comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, là, c'est un peu petit. C'est un peu petit. La console, on n'a pas besoin de tant de lignes que ça. Voilà. Ici, on a notre code. Et ici, voilà. Ça suffit en fait pour travailler. Et ici, quand on n'a qu'un écran, voilà. On est ici, les fonctions, les arrays, ben voilà, les variables arrays. Voilà. Et là, on va pouvoir faire... Alors, hein, ça, c'est interdit, hein, je rappelle. CTRL-C, mais ça marche quand même. Hop, on se met en PHP. CTRL-V. Et puis ici, on fait un vardump, VD, vardump, entrée. Et puis, il s'appelle de leur table. Hop, voilà. Et sur la droite, si j'avais laissé cette fenêtre-là, voilà. On a véritablement ça. Je ferme le PHP pour que ça soit plus joli. Je rajoute les balises pour faire de la présentation. Et si j'ouvre la balise de présentation, ben je la ferme aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est plus clean. Et on voit bien, hein, c'est beaucoup plus lisible. Ah oui, il l'a pris au pied de la lettre. Hein, le fait de mettre un background color sur cette cellule-là. Voilà, voilà, voilà.
Voilà, ben, je vous laisse étudier. Je vous souhaite un très très bon usage de tous ces outils. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, j'aurais tendance à dire c'est par la pratique que ça va se mettre en place. En tous les cas, en attendant, n'hésitez pas à remonter vos questions dans c57.fr ou auprès de votre tuteur pour que les choses aillent dans le bon sens. Excellente utilisation, au revoir.